Vous regardez la Fondation Maloa Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue dans Face à la rédaction, un rendez-vous de chaque week-end. Encore une fois, aujourd'hui, ça fait actualité. Les enjeux politiques et les points chauds de l'actualité, on en débattre ici et maintenant avec Shadrack Plisto Ngoyi. Bien sûr que oui, maître avocat de son état, avocat d'affaires pénaliste. Il fera face à Alain Ngoma et Ruth Dinonzei. Bonsoir. Bonsoir Elvis. Bonsoir encore une fois, monsieur Shadrack. Bonsoir monsieur Elvis. Comment sentez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu, nous sommes bien contents. Est-ce que je vous ai bien présenté? Je précise, vous êtes avocat, pénaliste d'affaires. Oui, ça va. On va aussi ajouter une casquette dans la politique. Vous êtes rapporteur du regroupement REPOP, regroupement populaire. Réveil populaire. Avec l'excellence Claudie Balanqui. Mais notamment aussi président de la centrale électorale de APCL. Effectivement. Qui voudrait dire Alliance pour un Congo nouveau. Alliance pour un Congo nouveau. C'était justement pour vous taquiner. Hein. Nous savons tous que vous êtes le président de la centrale électorale. Nous avons beaucoup de questions à vous poser, mais vous allez faire face à Ruth Dinonzei, je répète, et Alain Ngoma pour face à la rédaction. Madame, Messieurs, comme nous avons annoncé au début de notre émission, Face à la rédaction est une émission qui retrace l'actualité de la semaine. On ne peut pas en s'en passer ou encore on ne peut pas aller en dehors de la logique. Nous avons un élément à vous proposer et c'est après juste cet élément, on va se retrouver face à notre invité pour plus de questions. Bien sûr que oui, clôture la table ronde. Après, bien sûr, la table ronde, Samalou Kondé a dit un mot. C'est cet élément que nous allons prendre et puis on va accorder la parole à notre premier intervenant, c'est-à-dire au premier journaliste qui est Ruth Dinonzei, qui a quelques petites questions à poser à Shadrack Ngoyi qui est face à la rédaction aujourd'hui. On va d'abord prendre cet élément de la clôture de la table ronde sur l'état de siège et ensuite on se retrouve tout juste après. Cette table ronde clôturée ce jour par le Premier ministre a permis aux participants pendant 3 jours d'analyser les différentes recommandations issues des associations et institutions des 2 provinces. Les travaux étaient répartis en 3 commissions. Les options relatives à la levée, à la requalification ou au maintien de l'état des sièges ont été passées en revue. Dans chacune de ces commissions, plusieurs recommandations ont été formulées et coulées sous forme d'un rapport destiné au président de la République. Tout en promettant de transmettre les rapports finaux de la table ronde au président de la République, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage au chef de l'État qu'il avait conféré le mandat de convoquer et d'organiser cette table ronde. Après la connaissance du dit rapport, le chef de l'État va se décider à la levée ou au maintien de cet état de siège. Rappelons que les participants sont venus des différentes institutions des provinces du pays, des gouverneurs militaires de 2 provinces sous état de siège, ainsi que les députés provinciaux et nationaux et les forces vives de la République ont pris part à cette table ronde. Ruth Dinonzei, vous avez des questions à poser à monsieur Shadrack Plisto Ngoyi. Tout à fait, Elvis Métis. Nous allons débuter par les travaux de la table ronde sur l'état des sièges. Monsieur Shadrack Ngoyi, vous vivez en République démocratique du Congo, vous connaissez les doléances de la population de l'Est. Il y a les élus de ces 2 provinces concernées par l'état des sièges qui ont vu les chefs de l'État pour suggérer la tenue de la table ronde et chose qui fut faite. Quel est votre aperçu par rapport à cet état des sièges? Merci madame pour la question. Nous avons suivi religieusement la table ronde organisée par le président de la République et qui a été clôturée par le Premier ministre. Et j'aimerais dire une chose, que le peuple congolais me suive avec attention. La table ronde avait pour mission d'évaluer l'état des sièges. En évaluant, on devait normalement aboutir à 3 conclusions. Lesquelles? Soit maintenir l'état des sièges, ou bien lever l'état des sièges, ou bien requalifier l'état des sièges. Et là, nous avons suivi, et justement à la fin de cette table ronde, nous avons vu un groupuscule de gens, permettez-moi de le dire ainsi, un groupuscule de gens qui se permettent de demander sans embâge la levée de l'état des sièges. Et ces gens, s'il faudra examiner leur intention, on comprend que
Ce sont des personnes qui ont un intérêt mercantile mesquin à l'est du pays. Ce n'est pas que quand on évalue l'état des sièges, on lève automatiquement. Le Premier ministre l'a dit clairement. La primaire est réservée au président de la République. Le président de la République qui avait décrété l'état des sièges a pleinement le pouvoir conditionnel de la levée de l'état des sièges ou du maintien de l'état des sièges. Nous avons bel et bien suivi ce qui s'est passé. Donc je pense que les peuples congolais ont compris la démarche de certains députés qui ont bien voulu qu'on puisse lever. Ils ont débuté même avant l'évaluation en demandant au chef de l'État de lever l'état des sièges. Mais cet état des sièges a quand même des avancées significatives, il faudra le dire. C'est grâce à l'état des sièges que nous avons pu démasquer l'ennemi de la République démocratique du Congo qui est le Rwanda. Pendant 3 décennies, le Rwanda menaçait la République démocratique du Congo. Mais sous l'impulsion du commandant suprême des forces armées et de la police congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir pris la décision salvatrice de décréter l'état des sièges, nous avons pu démasquer le Rwanda. Je crois que cet état des sièges a quand même produit des fruits et ces fruits sont bénéficiaires pour le peuple congolais. Très bien, M. Shadrack Ngoy, réfléchissons un peu. Il n'y a pas eu que des politiques qui ont réclamé ou exigé la levée de cet état des sièges, mais nous avons vu également les jeunes vivant les réalités de la vie au Nord Kivu. La population, la population qui réclame également la levée de cet état des sièges. La population accuse certains militaires d'être en connivence avec les rebelles. Oui. Tout ça ne vous dit toujours rien? Vous pensez qu'il y a un agenda caché derrière ça? Personnellement, je dirais la jeunesse que vous évoquez, certains que nous avons suivis avec attention, ont été manipulés par le politique. Mais la seule chose qu'on doit faire maintenant, c'est d'abord de rendre public les rapports de l'évaluation de l'état des sièges. Pour requalifier, moi personnellement, je l'ai dit même hier, le chef de l'État doit tout simplement requalifier l'état des sièges. Mais cela revient à son pouvoir discrétionnaire. C'est à lui de voir s'il faudra requalifier, lever ou maintenir l'état des sièges. Mais personnellement, partons obligatoirement ou encore, je vais dire, partons de la mission, bien sûr, de cet état, pardon, de la table ronde qui est organisée. Vous ne pensez pas que la levée serait la meilleure des options à prendre, ou c'est que vous devez peut-être conseiller au chef de l'État? Personnellement, je dirais non. On ne doit pas lever l'état des sièges parce qu'un groupuscule de gens ont manifesté. Madame, on doit plutôt... Nous avons suivi avec attention. Ce n'est pas toute la population, mais nous avons vu... La majorité de la population exige... La majorité de la population qui exigeait la levée de l'état des sièges, c'était après une information qui avait circulé à l'Est. Bien sûr, il y a des tueries. Moi, je pense que je vais évoquer aussi certaines recommandations au moment opportun. Les recommandations que je peux évoquer ici, les chefs de l'État, tout en maintenant l'état des sièges, doit d'abord continuer la procédure ou le processus de désembrement de l'armée congolaise. Mais aussi, il doit évaluer un peu cette coopération militaire. Nous avons une coopération militaire aujourd'hui, l'armée congolaise et l'armée de la SADC. Nous remarquons que la coopération n'est pas tellement franche. La meilleure chose à faire, c'est de maintenir l'état des sièges, mais de penser d'abord à continuer ce que les chefs de l'État avaient commencé. Qu'est-ce qu'il avait commencé? Il a commencé par le processus de requalifier un peu la mission de l'armée congolaise. Il avait commencé aussi par le processus de redynamiser ou de réformer l'armée congolaise. Et je pense que ce processus peut nous amener dans des avancées qui seront significatives et puis bénéfiques pour la population congolaise. Très bien, évoluons dans notre réflexion, M. Shadrack Ngoy. Vous êtes juriste. Sous l'état des sièges, il n'y a que les militaires qui sont à la commande. Et prenons un exemple d'une matière civile qui doit être
géré par un militaire, par exemple un conflit foncier, vous allez dans une juridiction, il y a un militaire qui gère, pensez-vous qu'il pourra mieux le faire? Évidemment, il pourra mieux le faire. Les militaires que vous voyez gérer le conflit judiciaire, ce sont des militaires bien formés. Ce ne sont pas des militaires qu'on a ramassés. Ce sont des militaires bien formés. Ce sont des juristes, permettez-moi de les dire, bien qualifiés. Et vous allez remarquer avec moi que même les juridictions de l'ordre civil, qui est maintenant inclus dans les juridictions de l'ordre militaire, fonctionnent en parfaite collaboration sous l'état des sièges. Mais la population ne ressent pas ça. C'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Ou vous êtes politique? Non, je ne suis pas politique. Je suis avec attention tout ce qui se passe à l'est du pays. Je suis avec attention. Mais madame l'a dit, est-ce que pensez-vous que cette matière pourrait essentiellement être traitée avec beaucoup plus d'impartialité? Parce qu'on sait tout ce que le militaire sait commander. Non, non. Nous sommes dans l'état des sièges, dans une partie de la République, mais nous sommes dans un état des droits. Et lorsqu'on parle de l'état des droits, nous voyons le respect des normes et principes bien établis. Les militaires qui sont là ont une mission de respecter la loi. Ils doivent exercer leurs fonctions tout en respectant la loi. C'est ce qui se passe. Si c'est ce qui se passe, je ne sais pas. Je ne sais pas si madame a fini avec ces questions. Merci beaucoup. Et Alain Ngoma aussi pour sa part a prévu quelques petites questions, mais notamment ce sont des questions liées au sommet de la SADC. Effectivement, c'est des questions liées au 43e sommet de la SADC. Vous pouvez déjà partir avec vos questions, Alain Ngoma. Monsieur Shadrack, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alain Ngoma. Je vous suis avec beaucoup d'attention. Je sens en vous cette envie de défendre son camp, ce qui est votre droit le plus légitime. Je vous pose une question sur le sommet de la SADC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rendu l'établier. C'était le jeudi dernier, à son homologue de l'Angola, Joao Lourenço. Une année passée à la tête de la SADC, vous pouvez vous dire que ce mandat du président de la République a bénéficié aux Congolais qui sont tués ou sur la sécurité de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur Alain. J'aimerais répondre avec une phrase simple. Nous avons suivi le président de la République, son discours lorsqu'il a rendu l'établier. Et la première phrase prononcée par lui, il a dit qu'il était satisfait. Il était satisfait, pourquoi? Parce que pendant qu'il était président en exercice de la SADC, il a bénéficié de l'accompagnement militaire de la SADC. Et je crois que cet accompagnement, au départ, avait un peu de couac, mais après requalification, après plusieurs réunions, nous avons vu cet accompagnement. Donc, c'est déjà quelque chose de bon. L'accompagnement militaire de la SADC, sous le mandat du président de la République, c'est déjà louable. Quand vous parlez de cet accompagnement que vous dites louable, mais à l'instant, les tueries continuent toujours. Est-ce qu'en termes de pourcentage, vous pouvez donner combien de pourcents de cet accompagnement de la SADC? Parce qu'à ce jour, les Congolais continuent à mourir, tous les M23 continuent à semer la terreur. Aujourd'hui, les Maïmaï sont devenus les Wazalendo. Est-ce que vous pensez que une année du président passé à la tête de la SADC, avec tous ces pays membres dont il a remercié, ont pu donner la paix et la quiétude à cette population de l'Est de la République démocratique du Congo? Monsieur Alain, comprenez avec moi, une situation chaotique pendant plusieurs décennies ne peut pas trouver une solution dans une année. Il faut aller mollo mollo. C'est ce qui se passe avec les chefs de l'État. C'est ce qui se passe avec le gouvernement congolais. C'est ce qui se passe avec toutes les coopérations militaires que nous avons signées. Et au stade actuel, je dirais, les avancées ne sont pas satisfaisantes, mais nous avons fait un pas. Nous avons fait un pas comment? Je l'ai dit tantôt. C'est grâce d'abord à l'état des sièges qu'on a pu démasquer le Rwanda, l'ennemi de la République démocratique du Congo pendant 3 décennies. Et lorsque nous sommes allés avec l'armée de la SADC, cette armée nous a accompagnés. Mais au départ, il y avait des couacs, je l'ai dit.
Mais après réqualification, l'accompagnement, le problème de l'Est d'abord, s'il faudra les signifier, le problème de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est un problème congolais. C'est un problème qui est lié au peuple congolais. C'est un problème lié à l'homme congolais. Comprenez avec moi que les étrangers qui viennent infiltrer l'armée congolaise passent toujours par les Congolais que nous sommes. La seule chose que nous devons faire, nous devons d'abord prendre conscience, nous, peuple congolais, accompagner le chef de l'État dans ces dynamiques, parce que c'est une dynamique qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, qui n'est pas si facile. Et dans ces dynamiques, afin que le président de la République puisse arriver à matérialiser sa vision de la pacification totale de l'Est de la République démocratique du Congo. Chose qui se fera que si nous sommes tenus main dans la main, chose qui se fera ensemble. Ce n'est pas laisser la charge au président de la République que nous allons trouver la solution à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais si aujourd'hui, on s'est dit qu'on met de côté nos couleurs politiques, qu'on met de côté nos divergences politiques, qu'on avance main dans la main pour pacifier l'Est de la République, ensemble avec l'armée congolaise, nous allons trouver une solution. Point n'est besoin d'aller chercher l'appui extérieur. Mais vous comprenez que nous continuons avec un système qui existe déjà en Afrique. Nous, peuple africain, nous sommes sous la dominance des Occidentaux. Et on s'est dit, on se sent, permettez-moi de le dire, on se sent tantôt faible, on s'est dit, seuls nous ne pouvons pas, il faut qu'on crée des blocs. Bien sûr, tout en créant des blocs, la République démocratique du Congo, qui est un pays au centre de l'Afrique, dont les intérêts multinationaux, les intérêts de certains pays africains, qui sont téléguidés, télécommandés par les Occidentaux, ne pourront pas laisser que le chef de l'État puisse pacifier totalement l'Est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle vous voyez même dans l'armée de la SADC, il y a toujours des infiltrés. Et la seule chose à faire, c'est de requalifier la mission de cette armée, c'est de requalifier également les objectifs assignés pour permettre que l'état de siège soit vraiment un état de siège effectif et réaliste en quelque sorte. Alain Ngoma, s'il vous plaît, nous allons d'abord, sous votre permission, prendre une pause et puis on va justement se retrouver juste après. Okay. Débuté à huis clos entre le chef d'État et les gouvernements, ce 43e sommet de la SADC s'est poursuivi par la cérémonie de passation du pouvoir entre le président sortant de la SADC, Félix Antoine Tshisekedi, et les présidents entrants de cette organisation, Joao Lourenço. Les deux chefs d'État ont procédé à l'échange des documents suivis des accolades fraternelles. Après la présentation du bilan de son action pendant 12 mois à la tête de cette organisation régionale, Félix Tshisekedi a encouragé les chefs d'État de la sous-région à continuer à privilégier la paix. Cette année, les sommets des chefs d'État et des gouvernements a pour thème capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de la SADC. Les participants vont aussi plancher sur ces catalyseurs qui soutiennent l'industrialisation régionale, à savoir des ressources humaines adéquates en termes de membres et des capacités techniques et des ressources financières appropriées pour assurer des mécanismes de financement plus durables. Merci beaucoup et c'est après cet élément que nous allons continuer avec les questions d'Alain Ngoma. Voilà, nous venons là de suivre le reportage retraçant ce qu'a été le 43e sommet de la SADC. Mais une question. Je pense que ça sera la dernière sur ce qui touche la SADC. Mais je commence par l'EAC. Cette force régionale de l'EAC qui nous a accompagnés sans avoir trouvé de solution. Aujourd'hui, on parle de la SADC. Les solutions ne viennent pas toujours. C'est vrai que vous avez dit que nous sommes dans une dynamique. Il faut. Alors, ma question est la suivante. Nous avons été à la tête de la SADC. Nous n'avons pas trouvé de solution. C'est-à-dire une solution durable sur la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui que le bâton de commandement est chez Joao Lourenço, pensez-vous que la question sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo sera la préoccupation de la SADC?
Est-ce qu'il faut s'attendre à cette solution dans le main d'une autre personne? D'une autre personne. Parce que nous-mêmes, le président de la République n'a pas su nous donner ces solutions durables que nous étions en train d'attendre. Je l'ai dit tantôt, la solution à ces fléaux passera par le peuple congolais. Et on doit se mettre ensemble, soutenir le chef de l'État. Moi, je me dis, tout ce que nous faisons actuellement appelle à la SADC. Les chefs de l'État. Vous ne soutenez pas le chef de l'État, vous? Nous les soutenons. Mais nous ne voulons pas qu'une frange de la population se permette de dire que le chef de l'État n'est pas à mesure de pacifier l'Est de la République. Mais quand les solutions ne suivent pas, on doit dire quoi? Non, écoutez. Quand c'est noir, c'est noir. Quand écoutez, blanc, Monsieur Alain, écoutez. Les solutions, comme je le disais tantôt, viendront si seulement on se met ensemble, on met de côté nos divergences politiques, on soutient l'armée congolaise, on soutient le président de la République. Je crois que nous voulons une solution, mais la solution viendra progressivement. La première des choses, ça j'interpelle le peuple congolais. Nous devons se ranger derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes en politique, vous savez qu'il y a aussi l'opposition. Bien sûr. En son temps, le président de la République, président de l'IDPS, a critiqué Kabila quand ça tirait à l'Est. Et aujourd'hui, vous pensez que ça va faire l'unanimité que tout le monde... Et avait promis les signes. Alors qu'il a promis, c'était sa promesse, la plus grande promesse de la campagne électorale, qu'il ira siéger à l'Est jusqu'à ce que la paix revienne. Moi, ce jour, ces électeurs de l'Est, nous avançons vers les élections. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent encore avoir foi en ce que le président de la République va leur dire? Effectivement, ils peuvent avoir foi. Je crois que pour trouver la solution, il ne suffit pas que les chefs de l'État s'installent à l'Est de la République. Les chefs de l'État peuvent commander, même à distance. C'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous avons vu l'armée, la refondation de l'armée congolaise. Aujourd'hui, nous avons vu la renaissance de l'armée congolaise. Aujourd'hui, nous avons vu que le chef de l'État, grâce aux efforts menés par lui d'abord, ensemble avec l'inspection générale de FARDC, ils ont pu quand même mettre de côté le militaire, les officiers qui avaient une même noire à l'Est de la République démocratique. L'autre fois, j'ai suivi même le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosonkodia, qui disait à son temps que les politiques, les députés puissent quitter les groupes armés. Aujourd'hui, nous avons Mwanga Chouchou Edouard. Il est parmi les gens qui ont une même mise par rapport à la situation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de procès. Malgré que les gens évoquent les procès, ce sont des procès politiques. Moi, j'ai dit non, nous suivons avec attention tout ce qui se passe. Nous suivons parce que l'infraction ne tombe pas comme du cheveu dans la soupe. Pour qu'il y ait infraction, il faut la réunion, la combinaison, la liaison, mais la conjugaison des trois éléments. L'élément légal, l'élément intentionnel, l'élément moral, s'il faudrait le dire ainsi. Et aujourd'hui, tout procès est devenu procès politique. Et quand on interpelle un politique pour la situation de l'Est, on se permet de dire que non, le chef de l'État ne veut pas pacifier l'Est, mais il veut tout simplement charger les autres. J'ai dit non, c'est grâce aux efforts du président de la République qu'on a pu dénicher que le Rwanda était derrière le rebelle, le M23. Et c'est grâce aux efforts du chef de l'État que nous avons pu comprendre que les politiques, certains politiciens sont parmi ceux qui sont dans les affaires pour créer l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Ça, ce sont des avancées significatives. Sinon, on allait continuer à se tirailler inutilement pour dire que non, les choses ne marchent pas, le président de la République n'est pas à mesure, on ne sait pas qui est dans ça, qui fait ceci, qui fait cela, parce qu'à un moment, on disait qu'il a signé des accords, les accords que nous n'avons jamais vus jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que la seule chose à faire, nous, peuple congolais, c'est de se ranger derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de les soutenir afin de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Car la solution ne viendra pas de l'Occident ou de l'Orient, mais la solution venant de la République démocratique du Congo par les biais du peuple congolais. Excusez-moi, Alain Goma, pendant que vous parlez, vous qui êtes du pouvoir, vous faites un bon discours comme tout de même ceux qui le font aussi, comme vous. Est-ce que cette population de l'Est meurtrie doit toujours jusque-là rester à la merci du danger
ou doivent attendre quoi, ils doivent s'attendre à quoi par rapport à cette politique pour essentiellement espérer un lueur d'espoir, malgré tout ça? Merci beaucoup. J'aimerais m'adresser à la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette population, pendant 3 décennies, souffrait. Cette population terrorisée, cette population meurtrière, cette population malmenée, je dirais une chose. Il est temps que la population de l'Est prenne conscience. Il est temps que la population... la conscience, Shadrack. Permettez-moi de poursuivre. Il est temps que la population de l'Est puisse collaborer avec les services de sécurité. Parce que nous avons compris pendant cette période de l'état de siège que le seul canal ou le seul pont qui conduit les rebelles vers la République démocratique du Congo s'appelle peuple congolais. Si le peuple congolais dit non à l'infiltration des étrangers, je pense que nous aurons également une dose à ces avancées qui sont significatives. Mais si la population de l'Est, qui souffre déjà, au-delà de la souffrance, certains acceptent aussi de recevoir de miettes pour permettre que le pont soit réellement établi afin que l'ennemi puisse entrer au territoire national, ça sera quelque chose de très gravissime. Chers citoyens, vous qui êtes à l'Est de la République démocratique du Congo, il est temps. Levez-vous, dites clairement non à l'infiltration, mais travaillez également conjointement avec nos services de sécurité. Et je pense que là, nous aurons quand même des avancées significatives. Une dose de plus dans ces avancées qui sont significatives sous l'état des sièges initié par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. On pense qu'il y aura des avancées significatives. Dixit Shadrack Ngoyi, est-ce que Alain Ngoma finit avec cette question? Si ça n'est encore... Non. Je crois qu'il faudra qu'on passe au second sujet pour que nous puissions un peu évoluer. Directement, mais avant tout, nous devons d'abord prendre cet élément qui va nous balancer la régie et après, on se retrouve juste après avec une question de Ruth Dinanzé sur ce qui concerne bien sûr la publication des listes de candidatures. D'après Denis Kadima, le président de la centrale électorale, le liste des 66 structures politiques ont été déclarées récevables et 51 autres déclarées irrécevables après délibération des membres de la plénière de la CENI. À la réception des dossiers, la CENI renseigne ainsi avoir reçu 28 791 candidatures. Dans le traitement, elle a déclaré 3 796 non conformes et 24 995 déclarés conformes, dont 23 663 déclarés irrécevables. Par ailleurs, 642 irrécevables. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les regroupements politiques. Par ailleurs, la CENI indique que le taux de participation des femmes à ces élections est de 17%. Femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. D'après la CENI, ces listes ont été retenues suivant les nombres des seuils retenus à 288 candidats en moyenne par liste. Par ailleurs, la centrale électorale indique que 155 dossiers de candidatures indépendantes ont été déclarés récevables. Elle annonce que les différentes listes seront postées sur son site. Sur le papier de Ruth Dinanzé, il y a quelques questions face à Shadrack Ngoyi. Oui, monsieur Shadrack Ngoyi, nous allons parler des élections. Vous savez que le train de la législative a quitté la gare avec la publication des listes des candidats retenus pour la députation nationale. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Il y a certains qui ont été rejetés. Êtes-vous satisfait de ces résultats dans votre regroupement politique? Oui, nous sommes satisfaits de ces résultats rendus publics par les centrales électorales.
Et je crois que nous y travaillons déjà. Nous y travaillons pour permettre à nos candidats d'être en forme et puis et nous ramener les sièges. Je suis persuadé que notre regroupement, qui est les Réveils populaires, va ramener les sièges au président de la République afin de constituer une majorité parlementaire écrasante après les élections de décembre 2023. Donc vous êtes déterminé à aller aux élections en 2023, mais vous êtes aussi conscient que la publication, pensez-vous réellement que la publication de ces listes pour la législative et constitue un virage décisif pour la tenue des élections? Évidemment, parce que les trains est déjà en marche. Je crois que nous suivons certaines personnes qui continuent toujours à critiquer les efforts de la CENI, qui continuent toujours à demander l'audit des fichiers électoraux. Et moi, je pense que sans ces composantes, nous pouvons aller aux élections. Je me rappelle à l'époque du Sphinx, les élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Crédible lorsqu'il y a une frange qui ne participe pas? Écoutez, je ne sais pas, nous sommes dans un État démocratique. Nous sommes libres de prendre une décision. Et aujourd'hui, nous voyons un groupuscule de gens qui se disent non partant aux élections de décembre. Les Sphinx de l'Imité l'a fait à son temps. Nous étions allés aux élections. Mais le président de la République, son souci est d'amener toutes les composantes aux élections. Les trains déjà en marche. J'aimerais m'adresser à ces politiques qui traînent encore, qui ne veulent pas déposer les candidatures. Ces groupuscules. Oui, ces groupuscules. Ils sont des étrangers ou des Congolais? Ils sont des Congolais comme nous. Ils sont des Congolais. Et on aura des élections démocratiques. Nous voulons un renouvellement qualitatif de la classe politique. Parce que moi, je parle plus du renouvellement qualitatif. Je ne parle pas tout simplement du renouvellement de la classe politique. Nous voulons un renouvellement qualitatif. Et j'aimerais exhorter ces groupuscules des politiques qui traînent encore les pas. Qui sont notamment des Congolais. Qui sont notamment les Congolais. Qui réclament leurs droits. Ils réclament leurs droits, évidemment. Ils sont libres. Ils sont libres de réclamer leurs droits, comme tout citoyen congolais. De venir déposer les candidatures afin d'aller aux élections. Donc, je crois que le président du centre électoral a rendu public les différentes listes des regroupements politiques et partis politiques. Et nous sommes dans une phase très décisive pour tout parti politique ou regroupement politique avéré. Et nous regroupement Réveil populaire, nous travaillons en conséquence. Et nous sommes persuadés que nous allons rafler le poste et nous allons ramener une majorité parlementaire au chef de l'État. Parce que nous incarnons les valeurs républicaines. Donc le FCC, excusez-moi, donc le FCC, encore moins la Mouka, peuvent espérer à une suite favorable de par leur démarche. Une suite favorable pendant que les trains déjà en marche. La seule chose à faire, c'est de venir entrer, accéder au train pour que nous avancions ensemble. Ils sont déjà en dehors du train. Ils sont déjà en dehors du train et les trains sont en marche. Nous avançons. Monsieur Shadrack Ngoy, apparemment, à l'Union Sacrée, vous êtes très satisfait de l'absence des autres pour que vous puissiez mieux régner pendant la période électorale? Nous ne sommes pas très satisfaits parce que vous avez suivi avec moi que le président de la République avait même recommandé aux évêques, permettez-moi, aux évêques de l'Église catholique et le protestant, le président des, comment il s'appelle, le président des églises des réveils, le président de la CENI, de rencontrer tous ses opposants. Certains avaient répondu favorable et j'ai même vu ceux qui étaient encore pessimistes et déposer même les listes. Ils ont manifesté la volonté, mais de votre côté, il n'y a pas eu... Non, c'est déjà une volonté. Le fait d'ouvrir la porte au discours entre la CENI et toutes ses composantes, c'est déjà une volonté. Je ne sais pas, les gens pensent que la volonté était celle d'organiser un dialogue pour aller au glissement.
Je crois qu'avec l'actuel président de la République... Organiser des élections crédibles pour que toutes les parties prenantes puissent être... Pensez-vous que ces politiques, lorsqu'ils viendront, ça sera pour organiser des élections au mois de décembre? Je ne crois pas. Le président de la République, étant que démocrate, veut organiser les élections dans les délais constitutionnels. Sans inclusivité. Non, avec inclusivité. Juste un groupuscule de gens. Et d'ailleurs, leur composante est divisée. Parce qu'il y a des gens qui ont déposé des candidatures, même, ils n'ont pas respecté les mots d'ordre venant de leurs autorités morales, entre guillemets. Pour vous dire que certaines personnes sont des ventriotes et ceux-là veulent tout simplement être sur la table des négociations afin qu'ils soient bénéficiaires de certains postes. Ça, nous connaissons. Nous connaissons la classe politique congolaise. C'est ainsi que nous, étant que jeunes, nous voulons un renouvellement qualitatif de la classe politique congolaise. Et ce renouvellement se fera si le peuple congolais se lève et dit non aux manipulations politiciennes. Et dit oui à une nouvelle classe politique capable de défendre les intérêts de la République. Je crois que c'est dans cette optique que nous allons avancer. Au cas contraire, nous allons faire la situation qui est revenir en arrière. Mais nous voulons avancer. Nous ne voulons pas de rétropédalage. Donc nous devons avancer. Pour avancer, on doit aller aux élections. Aller aux élections, mais pas n'importe quelle élection. Les élections crédibles, apaisées. C'est comme ça que le président de la République avait demandé au président du central électoral, M. Denis Kadima, d'organiser les discussions avec toutes les couches des partis politiques, toutes les couches de la population. Chose qui a été faite. Le président du central électoral a réussi les évêques, il a réussi l'église des réveils, il a réussi l'église protestante, il a réussi l'opposition. Mais ceux qui se disent des poids lourds, entre guillemets, ils étaient poids lourds peut-être dans le passé. Parce que nous, peuple congolais, on n'avait pas la maturité politique. Mais maintenant, là, ils ne sont plus des poids lourds politiques. Les poids lourds, est-ce qu'ils sont même à mesure de prendre en charge toute la République? Je ne crois pas. Ils sont poids lourds dans quoi? Quand vous parlez de la prise en charge, vous faites allusion à quoi? À la démonstration de masse ou quoi? Non, même pas. Parce que nous sommes dans un pays où le président de la République passe aux refondations, au rebâtissement. Et les choses, permettez-moi de le dire, les choses avancent, bien sûr, à pas des tortilles, mais les avancées sont réelles et significatives. Mais le poids lourd, qui disent qu'ils sont poids lourds, je les ai suivis avant. Non, c'est comme ça qu'ils se permettent de s'appeler poids lourds politiques. Ils sont poids lourds politiques, ils peuvent traîner la foule, ils peuvent faire ceci. Poids lourds politiques. Oui. Ces poids lourds-là ne peuvent pas prendre en charge toute la République. Même le président de la République, permettez-moi de le dire ainsi, même le président de la République ne peut pas se réveiller un beau matin pour dire que non, je suis poids lourd. Le président de la République est le père de la nation. Il est au sommet. Mais il ne peut pas s'hasarder, étant que politique avérée de son État, s'appeler poids lourd comme j'ai suivi à la radio. Dire que non, on a refusé le poids lourd de venir siéger, siéger aux côtés du président de la République pour une démarche qui permettra peut-être aux évaluations des fichiers électoraux et tout consort. Ces poids lourds-là, ils sont poids lourds dans quoi? C'est la question que je me pose jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a fourni des réponses fiables. Ils sont poids lourds. Donc, nous irons aux élections. Sans l'opposition. Nous irons aux élections. L'opposition est déjà là. L'opposition est dans la course. C'est l'opposition poids lourd, en fait. Je ne sais pas poids lourd dans quoi, en quelque sorte. Poids lourd dans quoi? Le poids lourd que vous faites allusion. Non. On n'a pas de réponse. Non, ils ne sont pas poids lourds. Cette opposition... Mais sans répondre à la question de madame. Nous irons aux élections avec l'opposition qui est déjà dans la course. Je vois les opposants sont dans la course. Je ne dirais pas sont avec nous, mais ils sont dans la course. Quand je vois Alexis Moutana, c'est un opposant. C'est un opposant. Constant Moutamba. Voilà, Constant Moutamba. C'est un opposant. C'est un C'est opposant aussi. qui est écarté du processus électoral. Il s'est écarté. L'auto-exclusion faite par lui-même. Il n'a pas été écarté par nous. Il a pris une décision parce qu'il jugée. ne voit pas clair, il est en train de remettre en Il a pris d'abord une décision unilatérale. Parce que juste après sa décision, nous avons suivi certains de ces cadres quitter le parti, aller déposer même le candidature. Et ils sont aussi candidats, vous imaginez. Donc, je comprends qu'à un certain niveau, lorsqu'on est leader,
On ne peut pas continuer à prendre des décisions unilatérales. On ne peut pas prendre des décisions sous l'emprise, en quelque sorte. C'était pas un débauchage? Non. Le président Félix Antoine Tshisekedi ne fait pas cette politique de débauchage. Il est ouvert avec tout le monde. Il a la main tendue, mais ce n'est pas tu me donnes, je te donne. Avec lui, il n'y a pas les dos à d'âge. Chez lui, ça ne passe pas. Avec lui, c'est plutôt venez, nous allons travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça sa politique. Merci beaucoup, très éloquent pour défendre justement son camp politique. On peut comprendre ça comme ça. Mais notamment, il y a aussi cette question, la question de la mission d'observation électorale qui essentiellement est menée par la CENCO et le CC. Bien sûr, on va justement prendre les questions de Alain Ngoma, mais c'est après cet élément que nous propose la régie. On va prendre justement cet élément que nous balance la régie pour ensuite prendre les questions de Alain Ngoma. « 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité et 51 n'ont pas atteint le seuil. Je répète, 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité. Les 51 n'ont pas pu l'atteindre. Voici donc la liste des partis et groupements politiques ayant atteint le seuil. Liste des partis politiques et groupements politiques ayant atteint le seuil. 1. AFDC-A, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, avec 479 sièges de représentant 99%, donc ils ont atteint le seuil. Suivi au numéro 2 par le MLC, Mouvement de libération du Congo, 473. Soit 98%. 3. UDPS Tshisekedi, Union pour la démocratie et le progrès social, avec 459 comme nombre de candidats. Alain Ngoma, vous avez quelques questions face à Shadrack Ngoy. Oui, j'ai quelques questions à poser à M. Shadrack Ngoy. Vous pensez que nous aurons droit aux élections en décembre 2020 sans pour autant qu'il y ait un dialogue, aussi longtemps qu'il y a plusieurs préoccupations ou recommandations de l'opposition qui ne sont pas prises en compte? Merci beaucoup, M. Alain. Je suis persuadé que nous irons aux élections en décembre 2023. Et ces élections seront organisées par la CENI. Les recommandations dont vous faites allusion, je crois que la CENI a quand même apporté des réponses par rapport à toutes ces recommandations. Nous avons suivi avec vous. Et les élections... Ils ont refusé un nouvel audit du fichier électoral proposé par l'opposition. Est-ce que c'est une prise en compte des revendications de l'opposition? Permettez-moi de répondre de cette manière. Voilà. Pendant que nous nous sommes engagés à aller aux élections, nous avons besoin de financement. L'État a quand même déboursé une somme importante pour qu'on audite le fichier électoral, chose qui a été faite. Et vous venez encore pour dire que les fichiers n'ont pas été crédibles, on doit encore auditer. Vous savez, ce sont des manœuvres politiciennes. Je pense que la seule chose à faire, c'est d'aller aux élections, de multiplier les stratégies. Parce que nous sommes allés aux élections en 2028 et en 2018. En 2018, où nous avons accompagné le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec tout ce qui s'est raconté, tout ce qui s'est disait, nous avons multiplié quelles stratégies? Nous avons monté des stratégies juste pour suivre à la loupe tout ce qui va se passer au central électoral. Et qu'est-ce qui empêche l'opposition congolaise de multiplier les stratégies
afin d'accompagner aussi la CENI pendant ou après les élections. C'est possible. Donc, vous voulez qu'on puisse auditer les fichiers, chose qui a été faite. Vous revenez encore qu'on les fasse pour une deuxième fois. L'État va perdre combien de fois l'argent? L'argent qu'on peut même majorer les salaires de militaires ou des agents et fonctionnaires de l'État. On continue toujours à débourser des sommes importantes pour une situation qui a déjà trouvé une réponse. Je ne pense pas, je ne vois pas le président de la République. Personnellement, je dirais, le président de la République est déterminé d'être accompagné avec tout le monde. Et d'ailleurs, il a dit clairement que toutes les parties peuvent accompagner la CENI. Accompagner la CENI n'est pas synonyme seulement de répondre noir sur blanc à la question posée par vous. Non, mais je crois qu'il y a sur les 7 ou 8 recommandations, si je ne m'abuse pas, je crois que c'était 12, si je ne me trompe pas. Quand on vous répond déjà dans 7 recommandations, c'est plus de 50%. Allons-y, avançons. Donc pour vous, pour qu'on organise les élections, on doit auditer les fichiers par les experts désignés par vous. Non, ça ce sont des caprices que le chef de l'État ne doit pas céder dans ça. Et surtout au sommet de l'État, on n'est pas appelé à céder dans n'importe quel caprice. Parce que là, on engage l'État. Pour engager l'État, on doit bien réfléchir. On doit tout évaluer. Je pense que le président de la République a tout évalué. C'est ainsi qu'il avait demandé au président de la CENI, Denis Kadima, de recevoir toutes ces parties, d'échanger avec eux de vive voix et de montrer les avancées par rapport à la CENI des années antérieures et à la CENI d'aujourd'hui. Quand même, il y a eu des avancées parce que là, le président Denis Kadima se permet même de dire que nous allons afficher le résultat bureau par bureau. Chose qui n'a pas été faite. Je crois que c'était parmi des recommandations aussi faites par l'opposition. Et chacun vous répond favorablement. Soyez déjà satisfaits. Avancez. Denis Kadima, président de la CENI, est tiré de confessions religieuses. À ce jour, ces confessions religieuses sont à couteau tiré. Je dirais en une guerre. La CENCO et les CC ont proposé les bons offices à la CENI pour auditer à nouveau le fichier électoral. Chose qui n'a pas été faite. Nous avons suivi la sortie médiatique du président de la confession religieuse, qui est le pasteur Dodo Kamba, qui a dit que la CENCO et les CC jouaient au jeu des impérialistes pour chercher un glissement. Pensez-vous que ce regroupement ou cette structure qui a sorti le président de la CENI, qui fonctionne à couteau tiré, et la personne peut réellement nous donner ces élections crédibles que nous cherchons, avec toute impartialité, parce que déjà d'où il vient, ils sont à couteau tiré. Merci beaucoup, monsieur Alain. Je suis vraiment avec attention la situation entre la CENCO et les CC et également l'église des réveils. Permettez-moi, je n'aimerais pas choquer les esprits, mais je m'aimerais quand même répondre. Vous savez, c'est une première depuis que les Congo et Congo que nous ayons un cardinal qui est purement politique qu'évangéliste. Nous avons connu le cardinal Laurent Moussengo. Bien sûr, il a quand même les prérogatives de suivre de près tout ce qui se passe dans la politique, mais un cardinal ne peut jamais donner une position claire, nette et précise par rapport à un leader politique. Et là, je parle de l'église des catholiques et l'église catholique. Et là, je parle du cardinal Ambongo. Aujourd'hui, l'église catholique est divisée. Je ne sais pas si vous suivez la situation. L'église catholique est divisée. Pourquoi? Parce que il y a une personne, permettez-moi, c'est un clergé que je respecte, mais par rapport à sa démarche, je ne suis pas d'accord. Par rapport à sa démarche politique, je ne suis pas d'accord. Et ça se voit qu'il a des acquaintances politiques avec un individu. Nous, on n'est pas dans tout ça. Mais ce que nous voulons... Qui sont ces individus?
Non, je ne suis pas ici pour faire la publicité de qui que ce soit. Pour définir au moins sa position. Non. Ici, je ne peux pas faire la publicité d'un individu ou des individus. Mais je vais parler clairement de ce qui se passe entre l'Église catholique, l'ECC et l'Église des Réveils. Et ces conflits datent juste pourquoi? Parce que l'Église catholique avait suggéré avoir une mainmise dans la CENI. Je ne sais pas si nous sommes dans un État purement catholique. Nous ne sommes pas dans un État purement catholique. Nous sommes dans un État laïque, oui. Et nous ne sommes pas dans un État purement protestant. Nous ne sommes pas non plus dans un État purement des chrétiens ou des fidèles de l'Église de Réveil. Mais nous sommes dans un État purement démocratique. Dans cette démocratie, nous sommes appelés à respecter les normes, le principe établi par l'État, par l'autorité publique de l'État. Et même dans la désignation du président de la CENI, nous avons suivi comment les discussions s'est déroulées jusqu'à ce qu'on a pu entérimer Denis Kadima. En son temps, quand Monsengo disait que les Congolais vivent dans une prison à ciel ouvert, c'était bien. Quand il a dit il est temps que les médiocres dégagent, là, l'Église était bien parce qu'il jouait en faveur de l'opposition dont vous faisiez partie. Aujourd'hui, si cette Église vous dit que les Congolais n'arrivent pas à bénéficier de tout ce qui se vend, de minéraux ou quoi que ce soit, c'est à ce moment-là que l'Église devient en connivence avec certains opposants. Cette même Église vous a accompagné. Vous n'êtes sans ignorer chaque jeudi à 21h la cloche, la messe noire, pour que la Kabylie puisse partir. Cette Église-là vous a accompagné. Et aujourd'hui, s'il trouve qu'il y a un ça ne va pas, qu'il doit le dire tout haut, il devient votre ennemi. La vraie Église catholique accompagne toujours les chefs de l'État parce que c'est grâce à la volonté divine qu'il est au sommet de la République. Et la vraie Église catholique que nous avons connue, c'est cette Église qui disait haut et fort, quand il y a un ça ne va pas, mais qui ne pouvait pas se réveiller un matin, aller s'accrocher à un politique et se permettre de mener des lobbying en cachette pour que ces politiques soient au sommet de l'État en violation même de nos tests. La messe noire qui se déroule sous autre ciel, nous sommes au courant et nous savons qu'il y a des choses qui se passent. Et nous disons non au dialogue, nous disons oui aux élections de décembre 2023. La question de Alain n'est pas répondue. Est-ce que cette église d'avant est la plus meilleure par rapport à l'église d'aujourd'hui? Écoutez, lorsqu'on parle de l'église catholique, on ne doit pas seulement parler d'un individu. Le cardinal Laurent Monsengo, paix à son âme, a fait un travail de titan. Il a fait un travail de titan, ça je reconnais. Que les médiocres dégagent. Bien sûr. Les cardinals... Oui, j'applaudis son travail. Et je ne cesserai d'applaudir le travail du cardinal Laurent Monsengo Passigna. Mais aujourd'hui, il les faisait, mais il n'avait pas des accointances politiques avec qui que ce soit. Mais aujourd'hui, nous remarquons même ceux qui se disent clergés catholiques aller passer dans des lobbying, dans des messes noires, sous d'autres cieux pour déstabiliser la République. Quand un berger est en train de parler avec son fidèle, ça devient mauvais. En quoi ça vous dérange? Non. En quoi ça vous dérange? Non, ça me dérange pas. Parce que Monseigneur Cholet, à l'époque, venait aussi voir le Sphinx de Réseau. Ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas. En quoi ça vous dérange? Ça ne me dérange pas. Mais lorsqu'un clergé... a permis d'ailleurs qu'il y ait deuxième... Lorsqu'un clergé est sur la table où la messe noire se déroule, ça devient quoi? Aujourd'hui, nous assistons aux scènes que nous n'avons jamais assisté à l'église catholique. Aujourd'hui, un évêque se permet même de ne pas reconnaître le pouvoir de son cardinal sous l'église catholique actuelle. Mais à l'époque, nous avons suivi le combat du fait cardinal Maloula, nous avons suivi le combat du cardinal Laurent Monsengo Passigna, que nous saluons jusqu'aujourd'hui. Il a mené un combat noble. Avec vous. Pas seulement avec nous, avec le peuple congolais, pas seulement avec nous, avec le peuple congolais. C'est comme ça que j'interpelle
Je ne sais pas s'il faudrait interpeller l'Église catholique entière parce qu'il y a les fidèles catholiques qui sont conscients, qui comprennent la démarche empruntée par certains clergés pour déstabiliser même le pouvoir en place. Et ces fidèles ne partagent pas les avis de ces clergés. Mais j'interpelle tout simplement ceux qui soutiennent ces clergés, de dire à ces clergés clairement de revenir à la raison. Continuer la lutte, mener la lutte noble comme a mené le fait cardinal Malula, comme a mené le fait cardinal Mosengo Passigna que je salue d'une heureuse mémoire. Merci beaucoup Shadrack Ngoyi, il nous reste que quelques minutes, mais j'ai une petite question, c'est devant la caméra que vous allez regarder, comme toujours. Est-ce que ça vous dit aujourd'hui l'église, je ne sais pas si vous êtes catholique, que l'église d'avant et l'église d'aujourd'hui est différente de l'église qui vous a accompagné jusqu'en arriver là, pour que vous obteniez gain de cause du pouvoir que vous vantez aujourd'hui, face à la caméra? L'église catholique est constituée comme une église mère dans notre pays. Et cette église commence une réponse courte aussi. Oui, cette église commence à prendre des allures catastrophiques juste à cause de certains clergés. Nous, fidèles catholiques, on ne peut pas se retirer de l'église catholique parce que un ou deux personnes s'accrochent à un individu. Mais nous allons rester fidèles à l'église parce que l'église, ce n'est pas l'individu. L'église, c'est d'abord le cœur. Et c'est le message que je dirais, que je vais annoncer aux fidèles catholiques de rester constants. Merci beaucoup. Je ne voulais pas vous interrompre la parole, mais Rudy Nzei a une petite question concernant votre formation politique. Monsieur Shadrack Ngoyi, vous avez vanté le mérite de votre regroupement politique et le parti APCN. Vous avez évoqué un concept, vous voulez le changement qualitatif de la classe politique. Quelle est la particularité que vous voulez amener aux Congolais qui a déjà, les Congolais ont beaucoup attendu auprès des acteurs politiques, surtout pendant la période électorale. Quelle est la particularité que l'APCN au sein du regroupement Réveil populaire veut apporter à la population congolaise? Merci madame. Nous sommes Alliance pour un Congo nouveau, un parti allié au regroupement politique Réveil populaire dirigé par l'autorité morale son excellence Claude Balanki, que je salue. Et l'Alliance pour un Congo nouveau dirigée par l'honorable Junior Mambe Mechaki. Déjà, vous allez comprendre que l'Alliance pour un Congo nouveau, c'est un parti des valeurs qui prône le renouvellement de la classe politique, mais tout en propulsant la jeunesse congolaise et la femme congolaise. Et c'est un renouvellement qualitatif que nous, mouvement de jeunes intègres pour un Congo nouveau, la structure dont je suis coordonnateur national, c'est renouvellement qualitatif et tout simplement dire nous devons voter des personnes qu'il faut. Et pendant cette période de la campagne, ou la période de la campagne qui se pointe déjà à l'horizon, les seuls messages que je peux lancer à la population congolaise, ce n'est pas de voter parce qu'on a réussi 100, 200, 300 francs. Ces gens-là viennent avec des intérêts déjà égoïstes et mercantiles ou mesquins. Et ce sont les mêmes personnes lorsqu'ils sont au Parlement qui ne défendent pas la cause noble de la République. Mais le renouvellement qualitatif, c'est de sélectionner, de suivre de près tout acteur politique qui sera devant vous, de savoir qu'est-ce qu'il a mené, sans ou avec argent, qu'est-ce qu'il a pu faire. Nous, étant que mouvement de jeunes intègres pour un Congo nouveau, nous avons eu à initier beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Et je crois que nous avons organisé des conférences sur l'entrepreneuriat. Nous avons organisé plutôt les formations, plusieurs formations sur l'entrepreneuriat pratique en collaboration avec Talent d'entrepreneuriat. Et je crois que nous sommes d'ailleurs dans une deuxième série de formations qui commence au mois de septembre où nous allons former 2000 jeunes. Récemment, c'était 500 jeunes de la FUNA qui ont bénéficié d'une formation en auto-école, une formation en agripreneur, une formation en esthétique, en couture et autres. Et ce renouvellement qualitatif de la classe politique veut dire tout simplement désigner ou choisir
Une personne capable de porter haut et fort les déshydratats de la population. Parce que ça fait un bon moment, nous avons voté, nous avons élu des gens qui venaient avec des sacs de riz, des gens qui venaient avec des polos, des gens qui venaient avec je ne sais pas moi quoi. Et après, tous ces gens-là nous ont oubliés. Donc, nous, au sein du Repop, nous avons l'habitude de dire les réveils, c'est maintenant. Peuple congolais, réveillons-nous, prenons conscience, car ensemble, nous pouvons changer les choses pour une bonne gestion, efficience et efficace de la chose publique. Donc, tel est l'apport de l'APSN au sein du regroupement Repop. Absolument. Également, Alain Gomossi a une petite question à vous poser. Juste une dernière question. En vous suivant, je comprends que même le réveil politique populaire, le réveil populaire vient de naître. C'est un regroupement qui vient de naître. Donc je dirais que c'est un regroupement jeune. Mais à ce jour, vous avez aligné 356 candidats. Elle est née le 11 juin 2023. Où vous avez trouvé, c'est vrai que vous parlez d'un renouvellement de la classe politique qualitatif, où vous avez trouvé toutes ces personnes que vous avez alignées. Donc, si on voit bien, 356 candidats, s'il faut mettre avec le premier et le deuxième suppléant, nous en sommes à plus de 1000. Un jeune regroupement politique, où avez-vous trouvé toutes ces personnes? Merci beaucoup. Un jeune regroupement qui a aligné beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. C'est un regroupement constitué de 7 partis politiques et 4 structures. Déjà, au sein du regroupement, nous avons des partis qui existent déjà, qui existaient. Entre autres, UPR, nous avons APC, nous avons Cause Commune, nous avons Vision Fachi et tant d'autres. Donc, vous allez remarquer que les regroupements a aligné les partis venant de différents partis politiques. A aligné les candidats plutôt venant de différents partis politiques. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur Alain. Merci beaucoup. Je pense que ça n'est fini pour ce week-end, pour cette soirée, madame, messieurs. Je pense que nous avons réussi Shadrack Plistongoï, qui est avocat de son état, je vais le rappeler, mais notamment aussi cadre du Repop, Réveil Populaire, mais notamment chargé de la question électorale au sein du parti APSN. C'est avec lui que nous avons pu échanger plusieurs questions. Vous avez au moins compris de quoi il s'agissait. Nous vous disons merci pour votre passage. Merci. Quelles sont vos impressions? Je suis tellement satisfait. Je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier M. Elvis et M. Alain. Madame Ruth, l'accueil était chaleureux. Le plateau est tellement magnifique. Je pense que ce n'est pas une dernière fois, c'est une première. Et FM TV sera une maison pour moi dès aujourd'hui. Mais les débats étaient modérés. Effectivement. Merci beaucoup, ça n'est fini pour cette soirée. Restez bien chez vous, vivez 100 ans. En compagnie de la FM Télévision face à la rédaction est terminée.